Alexandre Delval, bonjour. Vous êtes un géopolitologue bien connu, spécialiste notamment de l'islam et du monde musulman, en particulier des mouvements djihadistes, des mouvements islamistes dans le monde. Et vous êtes, je le rappelle, l'auteur d'un dernier livre, Vers un choc global, avec la collaboration de Jacques Sopelza. C'est un livre qui est édité aux éditions de l'Artilleur. Alexandre Delval, je vous reçois aujourd'hui pour la sortie du documentaire d'Omerta sur les Tchétchènes, qui s'intitule Mentalité tchétchène, et d'ailleurs plus globalement pour ce Caucase Nord musulman qui a défrayé la chronique depuis de nombreuses années en France, notamment avec l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard, le premier par un tchétchène, le second par un ingouche. Et donc ma première question est assez simple. Est-ce que ce qui se passe dans ce Caucase Nord, est-ce que vous avez pu voir du documentaire, fait partie de vos réflexions et de vos thèmes de travail, vous qui êtes, je le redis, un spécialiste de l'islamisme et des mouvements djihadistes? Oui, alors mais tout d'abord, merci de cette invitation. Tout d'abord, oui, j'ai parlé des Tchétchènes dans mes travaux depuis mon premier livre, 1997, puisque c'est un autre angle par rapport au reportage, mais il y a tout de même un lien. C'était la stratégie dans les années 90-2000 jusqu'à la Seconde Guerre de Tchétchénie remportée par Poutine après un premier échec quelques années plus tôt. Vous savez que mieux que moi qu'on est passé d'une rébellion ethno-nationale à une rébellion de plus en plus islamiste salafiste. Et moi, j'avais observé l'évolution du combat tchétchène, de la résistance tchétchène séparatiste anti-russe, qui était de plus en plus connectée au djihad international, au salafisme et au wahhabisme, et que les Russes appellent souvent, et les Tchétchènes appellent souvent takfiristes, mais en gros le wahhabisme salafiste saoudien. Et j'avais remarqué qu'on n'était pas très loin des problématiques de gazoducs. Vous voyez, ça montre que rien n'est nouveau en Syrie, en Ukraine, en mer Baltique. Les gazoducs, ça a souvent tendance à créer des gros affrontements, puisque ce sont des enjeux énormes, et l'énergie, c'est le nerf de l'économie mondiale. Et quand il y a un projet de gazoduc passé par la Russie et la bretelle tchétchène, qui fait partie de la Fédération de Russie, comme par hasard, ce projet qui avait la faveur des compagnies internationales était plus rentable. Donc les compagnies internationales, elles aiment le profit, elles sont pragmatiques. Elles étaient pour un projet qui passait par la Tchétchénie. Et il se trouve que le projet favorisé par les Américains et à l'époque par les Turcs et les Géorgiens qui étaient encore assez pro-atlantistes, et ce n'était pas la Turquie d'aujourd'hui, le projet rival passait par la Géorgie, il évitait l'Arménie qui à l'époque était encore très proche de la Russie, et comme par hasard, une rébellion islamiste avec des types qui n'étaient pas du tout des Tchétchènes, comme le fameux Khattab, est arrivée, un peu comme en Syrie soudainement, lorsque Bachar al-Assad a décliné la proposition qatari. Tout à coup, une rébellion tchétchène n'avait plus rien à voir avec le tchétchénisme. C'était des wahhabites qui arrivaient de Jordanie, d'Arabie saoudite. Khattab est mort d'ailleurs à cause de son portable. Il a pris un missile dans la figure, mais on a vu que l'évolution de ce djihad devenait de plus en plus internationaliste, ce qui n'est pas du tout la tradition tchétchène, et on voyait déjà le jeu entre l'Occident et l'islamisme tchétchène dans une logique uniquement de séparatisme pour essayer d'affaiblir la Russie, mais aussi une logique de contrôle des flux de l'énergie. Voilà ce que j'avais un petit peu étudié à l'époque, et plus récemment, j'ai étudié le profil d'un certain nombre de réfugiés politiques qui ont reçu l'asile en France parce qu'ils étaient des combattants anti-Kadyrov et enfin des opposants politiques anti-Kadyrov et anti-Poutine. On en a reçu sans trop regarder. L'OFPRA n'a pas suivi les consignes et les études de renseignement français. Malheureusement, le renseignement intérieur français ou même extérieur est rarement écouté. C'est un peu la règle, sauf quand c'est trop tard. Et l'OFPRA et ceux qui gèrent les demandes d'asile, et même quand les demandes sont déboutées, ce qui est le cas d'un des deux assassinats des professeurs Paty et Bernard, même quand la demande d'asile est refusée, il y a plein de solutions pour continuer à rester sur le territoire français. Bref, on a laissé sur le territoire français des familles de Tchétchènes qui combattent Poutine et Kadyrov, c'est leur droit, c'est légitime de leur point de vue, mais ceux qui combattent Kadyrov et Poutine sont quand même souvent, pas toujours,
On le voit dans le reportage, hein, des gens tout à fait intégrés, mais il y a aussi des familles d'islamistes radicaux dont certains membres de ces familles ont fait le djihad contre les Russes et contre les Tchétchènes, collabos entre guillemets. Donc on a accueilli comme réfugiés politiques une partie des Tchétchènes qui, au nom de l'islamisme djihadiste, est souvent lié à Al-Qaïda dans les années 90-2000, des gens qui ont des valeurs extrêmement opposées à celles de l'Occident. On voit bien la folie de l'Occident qui considère que si vous êtes un combattant, un opposant de Poutine et de son homme fort en Tchétchénie, Kadyrov, vous êtes forcément quelqu'un de bien, alors que vous pouvez être quelqu'un qui est nostalgique du djihad des années 90-2000, et vous pouvez même être carrément un islamiste radical qui pourrait rejoindre assez facilement Daesh ou Al-Qaïda, comme on a vu partout en Europe, en Ukraine et dans l'ex-Union soviétique. On a vu pas mal de volontaires qui ont rejoint Daesh ou Al-Qaïda et qui étaient des Tchétchènes. Et ils ont même trouvé l'asile, pour conclure sur cette question. Certains ont trouvé un refuge politique en 2014 et 2015 en Ukraine, parce que les Américains, au début, après, ils ont demandé à prendre quelques mesures, mais les Américains, c'est un peu sur quoi j'ai travaillé récemment, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de Tchétchènes, donc ceux qui sont contre Kadyrov et Poutine, qui ont combattu la Russie et Bachar al-Assad en Syrie, eh bien, un certain nombre ont trouvé refuge ensuite en Ukraine. On a demandé à l'Ukraine de faire un peu le ménage, mais c'est arrivé très tard et ils ont pu s'entraîner, constituer des légions, voire intégrer des groupes combattants ukrainiens, faire du trafic d'armes et alimenter le djihad international, là aussi avec la bénédiction de l'Occident. Alors justement, pour parler de ces réfugiés, dans le reportage, on parle de Magomed Gadjiev, qui est cet ancien député, homme d'affaires, qui est parti de la Russie et qui est un peu comment dire, un extraterrestre peut-être dans cette galaxie de Caucasiens, soit fidèles à Poutine, soit totalement radicalisés, et qui est aujourd'hui à la recherche, comme vous l'avez souligné en parlant d'autres Tchétchènes, d'un passeport, et qui est un peu un nomade jet-setter. Est-ce que ce type de profil aussi vous surprend? Est-ce qu'il y en a aussi comme ça qui cherchent refuge et soutien chez les Américains, chez les Européens? Alors, pour des raisons de sécurité, voilà, je ne vais pas donner un nom, mais ceux qui connaissent le sujet arriveront à retrouver le nom. Il y a un célèbre oligarque qui, lui, n'était pas tchétchène, mais russe, très très proche du Kremlin, très très proche de Poutine, qui fut un des oligarques des années 2000 qui gérait toute une partie des biens d'oligarques proches du Kremlin, qui était extrêmement mal vu en Occident, extrêmement mal vu. Et tout à coup, il a vu l'intérêt d'être anti-Poutine pour échapper à une injonction de la justice russe qui l'accusait d'avoir détourné plusieurs milliards de banques publiques russes. Et tout à coup, cet homme qui était pestiféré dans la presse occidentale pendant des années, car il était pro-Kremlin, eh bien, tout à coup, aujourd'hui, il n'y a plus rien de négatif presque contre lui sur Internet, dans l'Internet occidental, et il réalise régulièrement des interviews en étant présenté comme un opposant de toujours à la Russie, un homme bien, un homme d'affaires qui a été spolié, etc. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand l'Occident voit un oligarque proche du Kremlin, il est complètement massacré sur Internet et même si ce n'est pas toujours vrai qu'il est proche du Kremlin, dès lors qu'il n'est pas totalement contre, il est pestiféré. Et tout à coup, quand il devient, par opportunisme pur, tout à coup, il se rend compte à plus de 50 ans qu'il a servi un maître horrible, etc. Alors là, il devient tout à fait fréquentable. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que sur Internet, il n'y a plus aucune trace. Et j'ai vérifié pour Gaziev, c'est pareil que d'autres oligarques auxquels je pense, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui sont très connus, eh bien, on ne trouve pas de traces de quoi que ce soit contre Gaziev dans la presse occidentale et sur Internet. On trouve des boxeurs et des champions de MMA qui ont le même nom de famille. On ne trouve rien sur lui. C'est-à-dire que l'Occident a quand même une capacité à ne pas trop parler des énormes corruptions
des recherches Interpol, des demandes de boules rouges lancées par Interpol pour blackballer quelqu'un, eh bien, quand cette personne, par opportunisme, devient tout à coup anti-russe, il est adoubé. Il n'y a plus de malversation, il n'y a plus de corruption, il a toujours été clean. Et ça, c'est assez extraordinaire. Vous me direz, si on est dans la géopolitique pure et froide, c'est de bonne guerre. Comme disait Kipling, My country, right or wrong. Je défends mon camp, le type rejoint mon camp, je vais l'adouber. Quelque part, c'est logique. Mais ça montre que la désinformation, elle peut partir aussi de bonnes informations, de bonnes intentions. La désinformation, c'est aussi une logique de camp. Celui qui est dans le camp adverse sera chargé, rien ne lui sera pardonné ni oublié. Celui qui rejoint mon camp, tout lui sera pardonné. C'est un peu ce que disait Mazarin dans le Bréviaire aux politiciens. Quel est l'intérêt pour le camp occidental ou les Américains, qui sont des hyper pragmatiques, de récupérer ce genre de profil d'oligarques, qui plus est musulmans du Caucase, de les récupérer en son sein et peut-être de développer des collaborations avec eux? C'est quoi? C'est préparer une opposition politique à Vladimir Poutine, ou pour l'après-Poutine, commencer à structurer quelque chose? Je pense que les Anglais et les Américains sont très forts. Ils demandent aux Européens de mener une guerre économique totale contre la Russie et les oligarques supposés proches du Kremlin, alors qu'ils ne le sont pas tous et ils sont rarement pour la guerre. Mais les mêmes anglo-saxons qui nous demandent d'aller très loin dans une logique de sanctions générales, tous azimuts, parfois même contre l'état de droit, contre des gens. J'ai analysé le dossier de 4 oligarques dans un article universitaire récemment. 2 d'entre eux ont gagné des procès, notamment le tribunal allemand, qui montrait que l'un d'entre eux avait été accusé à tort et que les sanctions avaient été prises à partir d'articles diffamatoires qui n'étaient pas sérieux. Eh bien, même quand c'est le cas, quand les tribunaux reconnaissent qu'un oligarque n'était pas pour la guerre, n'était pas spécialement pro-Poutine, c'était juste un oligarque, et que ce qui a été dit contre lui était fondé sur des articles, les sanctions demeurent. Ça montre bien qu'il y a une logique jusqu'au boutiste, et surtout en Europe, mais au même moment où les anglo-saxons demandent aux Européens d'être extrêmement lave plus blanc, au même moment, j'apprends, là, en faisant mes enquêtes pour des articles universitaires sur les sanctions, leurs résultats et leurs implications, eh bien, on se rend compte qu'un certain nombre d'oligarques ont réussi à rester à Londres avec des subterfuges, des reventes d'actifs à des structures, etc. On se rend compte aussi que l'Amérique a accueilli énormément d'oligarques russes de tous bords, qui n'ont pas spécialement été anti-Poutine dans leur vie, mais qui ont su faire un petit virage. Alors, certains d'entre eux sont des gens peut-être tout à fait respectables, mais ça va très loin, puisque la Warner est possédée par un oligarque russe qui est devenu tout à fait blanc comme neige, parce qu'il a su faire le virage au bon moment. Bon, vous me direz, il y a plus longtemps que les autres, c'est Blavatnik. Donc, l'Amérique aime bien récupérer des oligarques russes quand leurs capitaux sont investis à bon escient, et lorsqu'ils peuvent être utiles, et il suffit qu'ils prennent quelques précautions verbales. Et donc, en fait, l'Europe est plus royaliste que le roi. L'Europe a fait plus la chasse aux sorcières que Londres. Londres, qui a encore énormément de profils. Je ne peux pas donner de nom, mais je connais des profils qui ont été totalement interdits. Enfin, j'ai étudié le cas de profils qui ont été totalement bannis en Europe occidentale, zone euro et zone UE, avec des banques qui les repoussent partout, mais qui ont été acceptées dans des pays anglo-saxons au même moment où les banques européennes les renvoyaient. Ça prouve que les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques. Alors justement, dans le camp occidental, pour dire un mot de l'Ukraine et de l'avenir de la Russie, on observe qu'il y a deux tendances. Une tendance un peu jusqu'au boutiste, qui regroupe d'ailleurs une partie de l'opposition russe, dont certainement M. Gadjiev, qui, elle, veut vraiment la chute de Vladimir Poutine et quasiment le démantèlement de la Fédération de Russie, au moins en 3 ou 4 entités, dont un Caucase avec des républiques qui deviendraient totalement indépendantes. Et puis de l'autre côté, peut-être la ligne un peu de la Maison-Blanche, qui, on a l'impression, est un peu plus pragmatique, et on le sent bien, que ce soit Biden ou Trump, à un moment donné, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans,
seront de toute façon prêts, comme ils l'ont fait avec les talibans après 20 ans de guerre, à s'asseoir à la table des négociations et à asseoir M. Zelensky à la table des négociations avec M. Poutine. Est-ce que cette opposition, cette existence de deux tendances, l'une jusqu'au boutiste et l'autre plus pragmatique, est une réalité que vous percevez? Moi, je le perçois très nettement et je pense qu'il y a deux explications. Premièrement, l'Europe étant un vassal des États-Unis, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein. C'est un constat stratégique puisque l'Union européenne a comme structure de défense l'OTAN et l'OTAN est commandée par le patron américain. Et encore une fois, moi, j'accuse pas les Américains, c'est tout à fait normal qu'ils aient leurs hégémonies. Donc, premièrement, il y a un côté zélé, c'est logique, hein, plus royaliste que le roi, c'est les Gallo-romains qui voulaient failloter auprès de l'occupant romain. Ben là, c'est les Gallo-américains. Mais il y a une autre raison, plus idéologique. L'Europe va beaucoup plus loin dans le wokisme que les États-Unis eux-mêmes, dans l'immigrationnisme, dans l'anticonservatisme, dans le refus total de la tradition familiale et des valeurs du décalogue. L'Amérique est une société au moins à 50% très chrétienne et l'Amérique profonde va à la messe le dimanche. L'Amérique profonde, un Américain sur deux pratiquement est contre l'avortement. C'est une société que l'on croit aussi libérale que la nôtre parce que nous, on prend toutes les métastases ou les scories ou les développements de ce que le grand sociologue américain Benjamin Barber appelle Macworld. Nous, on reçoit Macworld, la pop culture et toute l'élite démocrate, mondialiste et politiquement correcte et wokiste. Mais la vraie Amérique profonde, même chez les démocrates, certains démocrates dans certains États sont obligés de dire que l'avortement, c'est vraiment en cas extrême, sinon ils perdent des électeurs. C'est une société beaucoup plus conservatrice, tandis que l'Europe est à fond dans la sacralisation de l'avortement, comme on l'a vu avec Macron et la Constitution, la sacralisation de l'individu, de l'individualisme, la sacralisation de l'individu qui n'a pas de famille, du transgenrisme, du LGBTisme. On voit ceux qui gagnent l'Eurovision, etc. Et ce n'est pas pour stigmatiser, bien sûr, les membres de ces minorités sexuelles. Les pauvres, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça montre bien que la Russie, dans son élan ultra-conservateur, et on le voit dans le reportage avec une volonté de séduire, de se rapprocher du monde musulman. En gros, l'orthodoxie russe traditionnelle et l'islam ont des divergences, mais ils peuvent converger dans la défense des valeurs du décalogue, de la famille, de la tradition. Cette Russie que l'on accuse de soviétique, mais qui est beaucoup plus tsariste que soviétique, qui est beaucoup plus conservatrice chrétienne que soviétique, tout en étant en très bonne relation et de mieux en mieux avec le monde musulman, elle est en fait un reproche vivant pour les élites européennes célibataires, sans enfants, sans famille, et qui très souvent, on le voit dans certains pays européens, ont une surreprésentation des minorités LGBTistes par rapport à la société. Et je ne dis pas ça pour les juger, mais ces élites européennes, peut-être que j'ai raisonné par l'absurde, peut-être qu'elles ont raison, ou peut-être qu'elles font ce qu'il y a de bien, peu importe, on n'est pas là pour juger moralement, mais les élites européennes qui, en gros, adhèrent à une philosophie à la Jean Genet, hein, où la tradition familiale, c'est quelque chose d'horrible, les traditions, c'est horrible, il faut en fait tout déconstruire, eh bien, elles voient la Russie qui a pris la tête qui est l'avant-garde, qui est le tête de file, qui est vraiment le premier de cordée de la riposte, pas, je dirais pas réactionnaire, mais ultra traditionnelle, conservatrice. La Russie est un reproche vivant existentiel pour l'Union européenne qui porte des valeurs antitraditionnelles beaucoup plus que la société américaine, mais inversement aussi, hein, si on est très objectif, pour la Russie, le modèle européen qui allait gagner l'Ukraine, et les Ukrainiens sont tellement liés aux Russes, voire aux Russes eux-mêmes, que forcément le russe traditionnel voyait dans l'occidentalisation de l'Ukraine, d'un point de vue stratégique avec l'OTAN ou des missiles ou des bases, mais aussi d'un point de vue idéologique, comme un reproche vivant. Si vous voulez, les deux mondes, le monde traditionnel russe souverainiste qui prend la tête de file d'une riposte contre l'Occident global décadent ou jugé libéral libertaire, de l'autre côté, cette Union européenne voit la Russie comme un reproche vivant. Et c'est pour ça que les élites européennes, c'est pas que électoral lorsqu'ils accusent leurs opposants d'être liés à Poutine, c'est qu'ils ont vraiment peur que la Russie ait des relais qui un jour gagnent les élections en Europe
et qui arrête ce processus de déconstruction familiale, de valeurs anticonservatrices. Donc, si on est assez objectif, les deux mondes ont raison de leur point de vue d'avoir peur de l'autre. Les Russes ont raison d'avoir peur du virus occidental, comme le disent les Chinois ou les Russes, c'est-à-dire cette idée qui déconstruit tout, mais les Occidentaux ont raison d'avoir peur du modèle russe qui est l'anti-modèle du modèle de l'Occident libéral libertaire. Hmm. Donc c'est tout à fait cohérent que l'Europe soit plus zélée dans la chasse à tout ce qui ressemble à une réconciliation avec la Russie ou à des bonnes relations avec la Russie. Et il est certain que du point de vue de la CIA ou des stratèges les plus cyniques américains, on doit rigoler parce qu'ils doivent se dire les Européens vont beaucoup plus loin que ce qu'on leur demande. D'ailleurs, la reconstruction de l'Ukraine, guerre qui a été en partie permise par la folie stratégique américaine décrite par George Friedman, eh bien probablement c'est l'Europe qui va payer la reconstruction d'un dégât qui a été causé en grande partie par l'hégémonisme de l'OTAN qui n'a pas su accepter l'idée de zones privilégiées. Alors, dernière question, le monde musulman, et vous le connaissez très bien, a longtemps été divisé entre gouvernement laïque et gouvernement religieux. Et ce qu'on a pu constater, nous, en Tchétchénie, mais plus globalement dans le Caucase, c'est qu'il y a peut-être une troisième voie initiée par Kadyrov et d'autres, qui est finalement ne prendre ni la voie du laïcisme, comme ce fut le cas au début des années 90, ni la voie d'un gouvernement religieux et d'une forme de radicalité, mais plutôt essayer de concilier tradition et modernité pour échapper, je dirais, à ce que vous disiez peut-être, à l'influence américaine, parce qu'on sait que les Américains ont toujours manipulé les pions, les laïcs des gouvernements du Maghreb notamment, ou les radicalités, les frères musulmans, les wahhabites, les saoudiens, etc. Peut-être que par cette troisième voie, mais vous me direz si elle existe à votre sens, peut-être que c'est la meilleure manière d'échapper à l'influence et au joug américain. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai l'impression que c'est cela parce que quand je suis allé en Égypte l'an passé rencontrer des autorités, le Premier ministre, mais aussi le grand imam d'El-Azhar, j'ai été frappé de voir que, bien qu'étant à l'époque contre Erdogan et contre la Turquie d'Erdogan, il y avait une omniprésence dans leur souci, à la fois en Égypte, de lutter contre l'islam politique des frères musulmans, mais autant lutter contre le LGBTisme et le wokisme occidental qu'ils voient comme moins poison, aussi dangereux. Donc, ils sont déjà dans la troisième voie. Même ces pays comme l'Égypte, qui sont amis de l'Occident, même les Émirats, même l'Arabie saoudite, ils veulent ressembler à une société de plus en plus moderne, ils veulent combattre l'islamisme politique, mais ils ne veulent pas tomber non plus dans l'excès inverse qui serait la déstructuration de la famille et des valeurs traditionnelles. Et je le vois même en Tunisie, la Tunisie qui a combattu les frères musulmans ces dernières années, son président, qui pourtant a combattu les frères musulmans, a des propos extrêmement conservateurs parce qu'il a extrêmement peur de l'influence. Je ne dis pas qu'il a raison, je constate, j'étais en Tunisie il n'y a pas très longtemps, j'ai remarqué que, à part une toute petite élite résiduelle très occidentalisée qui est encore assez laïcarde, il y a une reprise en main du conservatisme dans la société qui est assez impressionnante. Donc l'Égypte, la Tunisie, même des pays, et même l'Irak à l'époque de Saddam Hussein ou la Syrie à l'époque de Bachar al-Assad, la société est très conservatrice. Elle est beaucoup moins progressiste, la société de base. Je ne parle pas des Alaouites, mais la majorité sunnite. Même dans des pays qui ont été avec le parti Baas lui-même a fait beaucoup de concessions a accordé beaucoup de concessions, s'est rapproché des sunnites religieux pour justement ne pas être accusé d'importer des valeurs laïques, athées et déconstructives. Donc l'essentiel des pays musulmans aujourd'hui retourne à un conservatisme, même quand ces pays combattent l'islam politique. Et ça m'a frappé dans toutes les sociétés musulmanes. Il y a peut-être une exception, l'Iran. Le régime a tellement énervé le peuple
En Iran, on observe des mouvements de masse d'abjuration, où on quitte l'islam parce qu'ils en ont marre des mollahs qui s'occupent de tout et qui sont complètement corrompus. Mais à part la société iranienne qui se désislamise au niveau de la société, même si le régime est islamiste, dans les pays musulmans de type arabe, on observe au contraire un néoconservatisme qui fait qu'il est devenu très difficile d'être un athée dans un pays musulman aujourd'hui. Pourquoi? Parce que même les régimes anti-islamistes ont peur que si on combat l'islamisme avec l'athéisme ou le laïcisme, ça débouchera un jour sur une rupture d'ordre et une déconstruction qui amènera ces pays à être comme l'Occident. J'en veux pour preuve la réaction du grand imam d'El-Azhar lorsque mon ami socialiste, une très grande amie, ancienne vice-présidente de la région Île-de-France, Michel Saban, bon, nous étions une délégation de plusieurs tendances, hein. Il y avait aussi Valérie Boyer, députée LR. Lorsque Michel Saban, qui est mon ami, et je respecte sa question, hein, elle a des valeurs qui sont des valeurs libérales, ça, et elle demande au grand imam quelle était la condition des minorités des minorités sexuelles en Égypte, et notamment, est-ce qu'un jour les imams pourront être des femmes? Et c'est une question qu'elle a le droit de poser, hein. Mais j'ai été frappé par la violence, pas la violence hystérique, mais par les propos tout à coup qui sont devenus très durs du grand imam. Le grand imam nous expliquait depuis une heure comment il fallait combattre l'islam politique et les frères musulmans, y compris de manière radicale. Mais quand il y a eu cette question, il a répondu, ne vous étonnez pas si après les gens finissent terroristes et s'il y a des réactions radicales. Parce que si vous voulez qu'on adopte, alors là, il est passé de imam femme à LGBTisme, il l'a compris comme ça, la question n'était pas vraiment sur les LGBT, mais c'était est-ce qu'un imam peut être une femme un jour, etc. Est-ce qu'une femme peut être imam? Et là, on a senti une réaction extrêmement radicale, exténuée. Il était exténué, il a dit, vous étonnez pas si ensuite on déteste l'Occident quand vous faites ce genre d'ingérence idéologique. Donc, on sent que les sociétés musulmanes, même celles qui luttent contre les frères musulmans et l'islam politique, sont de plus en plus conservatrices. Elles pensent que le conservatisme, c'est leur unique chance de survie. Et elles voient le libéralisme occidental, qui est de plus en plus libertaire et wokiste, comme un véritable poison. Mais même la Chine le pense. C'est vrai que chez les pays musulmans, c'est encore plus prégnant, puisqu'il y a un moralisme sexuel, un conservatisme homme-femme en islam qui est plus marqué que dans aucune autre religion. Et donc, ça s'explique parfaitement. Je ne dis pas que je le justifie, je le constate dans tous les pays musulmans. Oui, c'est la réconciliation du nationalisme, de la religion et du conservatisme, un Oui, conservatisme classique. oui, les printemps arabes, les révolutions arabes qui ont été favorisées par l'administration Obama et par le Qatar et la Turquie et les frères musulmans dans une logique assez folle islamiste occidentale ou occidentalo-islamiste, a produit une réaction nationaliste de retour à la souveraineté en Égypte, au Maroc de manière plus fourbe avec le roi qui était très malin, qui les a enveloppés, en Égypte avec un coup d'État, en Tunisie, avec quand même l'exclusion du Parlement de dizaines de députés frères musulmans, euh, en Syrie, avec une guerre civile absolument terrible. Partout dans les pays arabes, il y a eu une réaction contre l'islam politique. Et la synthèse, on est passé de régimes pro-occidentaux à des régimes pro-frères musulmans et pro-occidentaux en même temps. Et la synthèse, ben, ça a été ni frères musulmans, ni occidental. Mm. C'est pas forcément anti-occidental, mais la synthèse, ils se sont dit, dans les deux cas, il y a un piège. Si on laisse plein de démocraties s'instaurer et des élections libres, le peuple n'est pas encore assez mûr, il va voter frères musulmans parce que ce sont des démagogues. Mais par contre, si on est pour l'islam politique, ça finit dans le djihadisme et l'incompétence. Donc, on Mm. va refuser et l'islam politique et l'occidentalisme libéral des démocraties parfaites. On va opter pour un modèle autoritaire, conservateur, très musulman, mais contre l'islam politique. Une sorte d'islam sociétal et non plus un islam politique qui veut rétablir le califat ou la charia. Alexandre Delval, merci, c'était passionnant et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir.